En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Partis de la capitale Antananarivo, Tana pour les intimes, nous avons mis 1 mois et 250 km pour rallier la mission du frère Jacques Tronchon à Ampasiputs. Ici, les fermiers sont d'anciens sans-abri à qui l'on a offert 3 ans de formation, une charrue, 2 zébus, une maison et 5 hectares. Avec notre drone et notre charrette, nous reprenons la piste vers l'ouest. Devant nous, 350 km pour gagner la mer et Morondave, première grande ville étape de notre voyage. Mais d'ici là, il nous reste beaucoup d'inconnus. Nous devons accélérer le pas. La saison des pluies est à nos trousses et la rivière Mahadzil gonfle de jour en jour. Comme il n'y a pas de pont dans la région, elle menace de nous couper la route. Elle peut prendre 1 mètre en une nuit, auquel cas nous devrons revenir sur nos pas et effectuer un détour de plusieurs semaines. C'est la course contre la montre, sans compter les aléas de la piste. Qu'est-ce que ça fait, Alexandre, alors? Tu vides? L'ornière était trop grande, les zébus ont pris une mauvaise direction, puis ils sont passés dans l'ornière, là. Un drum, 1, 2, 3, allez! Coup de chance, la Mahadzil a baissé de 30 cm en une nuit. Juste assez pour nous laisser passer. Là, je démonte la batterie, tout le pack de batterie, parce que sous la charrette, ça va être dans l'eau. Et donc on a fait un système de batterie démontable. Voilà. Attention à Kotoubé. C'est lourd. Alors, là, l'idée, c'est d'installer un maximum de bidons sous la charrette. Pour la faire flotter. Ouais. Mes souvenirs de la poussée d'Archimède sont un peu loin. Je parviens à fixer 10 bidons de 20 litres et je me dis que ces 200 litres de flottabilité devraient suffire, à vue de nez. Et tout le village a l'air d'y croire. Ah, c'est frais, c'est frais! Oh là là, elle flotte! C'est génial, elle flotte! Wouh! Voilà, l'heure est grave, on va voir si les zébus acceptent de traverser et s'ils savent nager. En théorie, oui, mais en pratique... Ça se présente bien. Oh, le soulagement. Ça va, ils passent. Ils stressent pas, ils paniquent pas. Ils sont cool. Au moins, ça va les profiter pour faire une petite douche. Ouais, qui était très sale. Peut-être que les tiques vont s'enlever. Faut mourir dans l'eau. Ouais, elles sont noyées.
Oui, parce qu'ils étaient très sales, Ulysse. Le sien, c'est surtout du côté ici que c'est sale. Du côté derrière, c'est ça? Du côté extérieur, inférieur. Mais une fois sur l'autre rive, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Sans les habitants de Raini Maswanj, eh bien, cette traversée eût été impossible. Et cette montée-là, je n'ose même pas imaginer la montée tout seul. Alors Ulysse, comment ça s'est passé? C'est mal parce que tu m'as pas Tu m'as pas laissé quoi? On va jouer dans l'autre eau, mais tu sais, l'eau ici elle est un peu dangereuse, elle n'est pas faite pour jouer. Parce qu'il y a quand même des crocodiles. Les crocodiles, ça n'aime pas les humains. C'est vrai que ça préfère les poissons, mais par accident, tu sais que toi t'es de la taille d'un gros poisson, hein? Ah, je vois un perroquet. Ah, il est... T'as raison, il est là-haut. Et ça, c'est l'original. Moi, je fais pas toutes ces différences, mais toutes ces variations, mais... Dans le lit des rivières, les roues s'enfoncent beaucoup trop dans le sable. Et ça épuise les ébus. Il va falloir qu'on trouve une solution. À plus mettre qu'un trop tard. Là, on est au paradis parce qu'on est dans le fond d'une rivière, au frais. On peut se rafraîchir. Et là, il y a une horde de bébés cochonnets roses qui vient d'arriver. Sur les routes malgaches, on trouve des petits caméléons sur la route, des zébus, et on trouve aussi des petits bébés endormis sous les arbres. Simis Moïse. Oui, parce qu'on est au bord d'une rivière quand même. Hein. Ouais. Donc il y a un petit panier d'eau aussi pas loin, on pourrait quand même se méprendre. Bon, on arrive à Ambato Tsipin. On retrouve le goudron, la route nationale de Miandrivaz. Et en fait, on vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Il y a un instituteur qui vient nous prévenir que le village vient d'être attaqué 3 jours de suite, vendredi, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, on est lundi, par une bande de Dahal. Et il y a eu un mort, un jeune homme de 28 ans, 2 gendarmes blessés. Et on arrive un peu dans le Far West là. C'est rendez-vous à Hockey Coral. Donc, on va aller tout de suite se présenter à la gendarmerie pour se placer sous leur protection. On ne voudrait pas faire les frais d'une 3e attaque. 4e. Oui, une 4e attaque, pardon. La pluie arrive enfin et calme le jeu. On a été accueillis dans le poste de gendarmerie. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas dormi. Ils sont partis en chasse des voleurs. C'était une trentaine qui ont attaqué à main armée. Qui ont fait une victime dans le village, qui ont blessé un gendarme qui a été envoyé à Antsirabi à l'hôpital. Donc la situation est un peu tendue là. On est un peu coincé, on ne sait pas ce qu'on fait ici, ce qu'on va faire, la suite. Et si ça vaut vraiment le coup de risquer sa peau. La nuit portant conseil, nous prenons la décision de conduire les enfants en sécurité à Antsirabe. On y connaît une famille de coopérants Fidesco, prête à les accueillir et à les intégrer à l'école française. De notre côté, nous avons 140 km de zone rouge à parcourir sur le goudron, en plein cagnard. Les gendarmes nous ont donné l'ordre de rester sur la route nationale. Si le jour, tout semble paisible, la nuit, toute la région est soumise au couvre-feu. Surtout en ce moment,
car c'est la pleine lune, et que dans ces campagnes à l'infini, les bandits agissent en toute impunité. Tous les soirs, nous devons rallier des postes avancés tenus par des gendarmes qui tentent de protéger les habitants et de les former à l'autodéfense. Alors on est arrivé dans le village de Mahatsins où justement les 3 gendarmes du poste sont en train de donner une conférence à tout le Fuknul, à tous les villageois, sur la sécurité, sur la nécessité de bien protéger, de bien rentrer ces hombis le soir, les ébus, et surtout sur une chaîne de réaction et de protection pour être solidaire et attaquer de front les voleurs pour qu'ils s'éparpillent dans la nuit. Ça, ils sont là pour veiller si jamais il y a des attaques, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on appelle le Fuknul? Ouais. Ce sont les Fuknul de Mahatsins. Il faut s'entraider. Ils sont là pour vous prêter main forte? Les gendarmes n'arrivent pas tout seuls pour réussir leur mission. Ah oui, c'est impressionnant quand même, hein, avec les lances et tout. Nous là maintenant on va faire notre ronde jusqu'à bon matin, jusqu'à ce que la lune se couche. Jusqu'à ce que la lune se couche, peut-être à 3 h du matin. Ouais. Ah, vous restez pas sur place? Non, Vous bougez. On bouge. Vous bougez, vous regardez, vous écoutez. Ouais. Parce que notre territoire c'est très vaste. Bon, c'est très vaste. Bon courage, hein. Bonne patrouille. Ok, merci. Bonne patrouille. Ok. Bon courage. La limite de l'exercice est que les Dahal opèrent toujours avec un indicateur dans la place. Ces rondes sont avant tout dissuasives. Alors, comment s'est passée la ronde de nuit? Tout était calme. Sous la lune? Sous la lune. Tranquille. Tranquille? Non, c'est très très tranquille. Eh bien, merci. Grâce à vous, on a bien dormi. Et on vous souhaite de bons voyages. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, madame. Bon voyage. Merci. Bon voyage à vous. Message, Isaac. Merci beaucoup pour la sécurité. De rien. C'est notre service. Bon travail et bonne mission ici. Merci. Andawende. Ok, bon courage. Velum, Masintu. Velum. Tainam Jaman. Il y a quand même comme un gros changement là. Ah ouais? Il n'y a pas de bruit? Ouais, Il n'y a pas de questions incessantes? Il n'y a pas de perturbation Pas de... sonore. Maman, tu peux m'aider à laisser mes chaussures? En fait, les enfants, c'est bon quand ça s'arrête. Il faut faire des petites pauses comme ça dans le voyage. De temps en temps, il faut se faire des vacances Ce d'enfants. matin, il y avait un truc, tout était silencieux. Et Le calme, la sérénité. on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On peut se parler, on peut se comprendre, on peut s'entendre. Les parents indignes. La route nous fait descendre des hauts plateaux par paliers. Et chaque jour, nous gagnons 2 ou 3 degrés au mercure. La région est déserte, comme s'il y avait un no man's land entre les peuples des hauts plateaux et ceux des côtes. Nous avons quitté l'Himerne et passons la frontière de la région du Ménabé, notre première région sac à lave. Bon, ce matin, on a été fauchés en plein élan, puisqu'au 5e kilomètre, les ébus ont décidé de faire grève. Comment ça se traduit? Eh bien, ils marchent tout de travers, ils font les idiots, ils marchent le dos tout tordu, et ils commencent à faire les zouaves. Ils vont à droite, ils vont à gauche, enfin... Ils partent dans les broussailles et tout, ils quittent la route. Ouais, en fait, ils en font vraiment qu'à leur tête. Hein. Parce qu'ils sont crevés, mais à mon avis, ils sont super soif, parce qu'ils n'ont pas bu ce matin. Comme on est parti à 5 h. Donc là, c'est pause forcée. Ouais. La pause est de courte durée. Mais déjà, nous pressentons que la journée va être longue. Tam 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 taram tam tam taram tam 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 taram taram tam tam. En fait, la lenteur, ça permet de nourrir son âme, son esprit. En ce moment,
moment, on se nourrit à fond, quoi. Mais on ne s'est jamais autant nourri de toute notre existence. C'est dire si on va lentement, on se fait gratter par des coupeurs de bois qui tirent leur bois sur ces petites luges et dans les descentes, alors là, ils nous mettent une grande longueur. En attendant la pluie pour leur culture, les paysans de cette région cherchent d'autres sources de revenus, cachées dans les lits des cours d'eau. Alors voilà deux familles qui cherchent de l'or dans ce bassin qu'ils ont aménagé à la pelle. Et ils recherchent les sédiments les plus lourds qui sont au fond de cette petite piscine. Et avec sa pelle, il la met dans la bâtée de ces dames qui font leur office. Alors ils trouvent à peu près 1 déci par jour. Et 1 déci, ça équivaut à ça à peu près, comme volume. Je ne sais pas s'ils en ont trouvé aujourd'hui, s'ils pourront nous en montrer. Mais ils disent qu'un déci, ça se vend à peu près 2 €. En fait, en une journée, ils gagnent l'équivalent de 3 jours de travail. J'en vois, il y a des micro-grains là, c'est incroyable. Mais regardez. Au bout de 6 jours de ce régime, nous avons enfin Miandrivaz en vue. Le pari est gagné, nous avons traversé cette zone rouge sans encombre. C'est un vrai réconfort de revoir des enfants, même s'ils poussent de l'eau dans les montées plutôt que d'aller à l'école. Demain, nous retrouvons Ulysse et Philae pour une descente de rivière un peu particulière. Nous embarquons avec l'association Armada pour une mission médicale le long du fleuve Tsiribine. Ben voilà, on embarque pour l'aventure. La 116e mission Armada. En route sur la Tsiribine qui est très chargée. Oh là là. Armada a été fondée en 1999 par Christian Gros, un ancien commando marine. Grâce à lui, aujourd'hui, ce sont 24 professionnels de santé, dont 7 médecins, qui s'embarquent bénévolement et à leurs frais dans cette aventure humanitaire. Dans cette région très enclavée, où les infrastructures ont presque totalement disparu, les populations riveraines n'ont pas d'accès aux soins. Pendant 10 jours, l'équipe d'Armada va descendre le long du fleuve et s'arrêter dans 3 villages principaux, où elle est attendue comme le Messie. Donc après une journée de navigation, nous allons atterrir ce soir à Béguidre, où nous allons planter les tentes. Et la consultation commencera demain matin à 8 h à Béguidre, où nous attendent à peu près, je pense, 300 à 400 patients, hein, qui viennent parfois de très loin pour une journée de consultation, peut-être une journée et demie. La caractéristique des missions Armada, c'est qu'elles se succèdent toutes les 5 semaines dans les mêmes villages, ce qui permet d'effectuer un suivi des patients et d'améliorer sensiblement au fil des années la situation sanitaire de toute la région. L'accueil de la population est enthousiaste. Notre arrivée a été annoncée et chacun se découvre avec une curiosité réciproque. Nous dressons le camp entre l'église et l'école, au bord du terrain de foot. À peine arrivés, les premiers patients se présentent. T'es pas assez bonne en maths, t'avais pas pu être médecin. Hein. Et ben maintenant je me rattrape.
Alors, diagnostic. Diagnostic, C'est grave, docteur? c'est pas grave, mais ça va faire un peu bobo, quoi. Ça veut dire que tout est rouge. Mais pourquoi tu l'as fait? J'ai la couleur de la rouge. Petit déjeuner, 6h30 à bord. Vous laissez vos tentes monter. Daniel est notre chef de mission. C'est lui qui sonne le branle-bas. Après un petit déjeuner au lance-pierre, il faut mettre en place les salles de consultation en fonction des pathologies. Médecine générale, pédiatrie, petite chirurgie, soins dentaires et un peu à l'écart, gynécologie. Petit moment un peu anxiogène quand même, avant de démarrer. Faut écouter parce que de temps en temps ça peut être lourd. Tu veux écouter les bruits du ventre? Comment? Les bruits du ventre. Ça existe? Ouais, ça fait glou glou. Regarde, ça fait glou glou. Vas-y. Ah oui, c'est trop marrant. On entendrait une baleine. C'est une baleine? Une baleine? Ah, j'ai avalé une baleine peut-être. C'est trop marrant. Ça va, Alex? Bah oui, C'est ta façon à toi de participer à la mission Armada? il faut un technicien de surface partout. Au plus d'efforts déployés. C'est une réaction exothermique balayée. Pourtant, je ne le fais pas de façon très énergique. Hein. Il n'est pas 8 heures et la chaleur est déjà écrasante. Les patients sont là, nombreux mais calmes. Les Malgaches sont d'une incroyable patience. L'association n'en est pas à son coup d'essai. L'organisation est rodée. Chacun attend d'être pris en charge au poste de triage. Après l'enregistrement de son carnet de santé, le patient passe en salle d'attente où il est orienté vers le médecin le plus à même de traiter son cas. Les consultations concernent majoritairement les enfants et les personnes âgées. Les autres viennent pour des blessures ou des brûlures, des abcès ou des coups de hache. Voilà. La cheville pour que ça tienne. Ou alors tu mets de l'élasto, mais l'élasto il en aura pas. Ici, des visites pédiatriques de routine côtoient des histoires plus tragiques. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Cet enfant, sa mère est morte il y a 2 semaines en le mettant au monde. Elle n'a jamais encore eu d'enfant, donc elle n'a pas de sein. Sa mère est morte en l'accouchant, donc... Alors elle n'essaye pas de lui donner le sein parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de lait puisque c'est pas elle qui a accouché de cet enfant. Mais elle lui donne le sein pour le calmer. Elle est en très bonne santé. Ouais, elle est très tonique et puis elle a un poids de naissance pour Madagascar qui est bien. Malgré le manque de colostrum, ouais. Elle n'est pas tombée malade. Non, elle est bien là. Pour Bar, ça fait 2 semaines qu'elle est née. Non, elle est très tonique, très bien, il n'y a pas de souci. Après les soins, on fait la queue pour la pharmacie. C'est le mébendazole, c'est les petits comprimés que je t'ai donnés. L'état des enfants sur ce village est catastrophique. C'est affreux. Dénutris, sous-nutris? Les mamans mangent mais ne donnent pas à manger aux enfants. C'est dramatique. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de lait à cause des multiples Ah non, grossesses? non. Tu questionnes la maman mange des légumes, des haricots, ce qu'elle veut, mais elle ne donne rien à manger à leurs enfants. C'est dramatique. La journée finie et plus de 300 patients soignés, il faut déjà repartir pour le village suivant. Pendant 10 jours, l'équipe garde le rythme. L'expérience est exigeante, physiquement et psychologiquement. Les trajets entre les villages sont les seuls moments de détente. Pendant ces temps libres, chacun semble ressentir le besoin de consigner ses expériences par écrit. Nous en profitons pour faire l'école. Les villages que nous rejoignons sont de plus en plus isolés.
Lorsque nous arrivons au dernier, la machine est déjà bien huilée. Débarquement, déchargement, mise en place, chacun sait ce qu'il doit faire. Mais, malgré cette habitude et ce professionnalisme, il est des rencontres contre lesquelles on ne peut pas se blinder. Ouais, c'est bien. C'est un bébé dénutri, ça? Oui. Il a perdu sa maman à la naissance. Il est élevé par la grand-mère. Il est allé 2 fois à l'hôpital. Il a été obligé d'acheter une boîte de lait. Et le boîte de lait, ça coûte très cher. Il a des chances de survie? Oui. On va lui donner du lait. Beaucoup de lait. Jusqu'à la prochaine mission. Tu crois qu'elle va s'en sortir? Je le souhaite intensément, mais pas très persuadé qu'en la laissant ici, on va faire quelque chose. Et que dans une semaine, elle sera encore là. Ça, c'est le plus dur, à mon avis. L'émotion suscitée par cette petite Teza est immense. Elle devient le symbole de cette 116e mission Armada, marquée par la dénutrition infantile. Au total, près de 40 enfants auront été déclarés dénutris. Après 10 jours et près de 2000 patients soignés, cette petite fille semble à elle seule justifier l'action de ses médecins bénévoles. Il ne reste plus qu'à espérer et être fier du travail accompli. En déontologie, on dit toujours obligation de moyens, pas obligation forcément de résultats. Les gens ne sont pas immortels. Hein. La médecine, c'est pour guérir rarement, soulager souvent et consoler toujours. Il est temps pour nous de retourner à notre charrette. Nous quittons nos amis médecins avec une certaine émotion. Il est des expériences qui marquent à vie. Nous sommes de retour à Miandrivaz, où nous avons laissé notre charrette et nos ébus. Durant notre absence, la tempête tropicale Shedza s'est abattue sur la région, entraînant une catastrophe climatique. Oui, il s'est passé la même chose à la Nouvelle-Orléans. La digue a cédé et toutes les zones basses ont été inondées. Clairement, la zone est inondable, donc toutes ces maisons étaient en zone inondable, la digue a cédé et hop, les maisons en terre ont fondu. Celles en parpaing de béton ont résisté un peu plus, mais bon, les pieds dans l'eau. Alexandrine vit en Vendée, où elle tient une crêperie. Quand elle a appris la nouvelle, elle a sauté dans le premier avion pour venir aider ses concitoyens. Là, il y avait une maison, là. Il y avait une grande maison, oui. Oh là là. Et derrière toi aussi, elle est détruite, c'est vrai? Et là aussi, il n'y a plus rien. Oui, elle est vraiment cassée, cette maison. Nous rencontrons le directeur de cette école sinistrée. Notre école. Les pauvres. En fait, ici, on est en zone inondable. Oui, aussi, oui. Parce que cette école est près de la digue. Il y a des destructions de la digue chaque année. C'est pour cela qu'il y a des inondations. Donc, quelle est la solution? C'est renforcer la digue? On attend la décision de l'État. De l'État. Ah oui. Mais il y a des solutions immédiates par les peuples du Miandrivaz. Ce qu'on appelle Asatanamar en malgache. C'est-à-dire les peuples qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Des pierres, travaux d'intérêt collectif. Les travaux collectifs par les peuples. Là, dans la tente, là, il y a 7 personnes qui vivent là-dedans. Je ne sais pas, il y a combien de mètres carrés. Donc 80 personnes à peu près au Ah total. oui, facile, ouais. Moi, je pense qu'il y a 120.
120 personnes. Je pense, oui. Ouais. Entre 7, 8... Et est-ce que pendant ce temps-là, on reconstruit leur maison? Est-ce qu'ils reconstruisent leur maison? Est-ce qu'ils vident la boue? Ils attendent que l'eau descende et que ça sèche un petit peu. Et ils ont le droit de ramener leur tente et le ramener dans leur... Chez eux, sur leur terre. Voilà, c'est ça. Oui. Mais en attendant, ils restent là pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a l'aide internationale qui est venue vous aider ou... Il y en a eu pas mal, mais je crois que c'est mal distribué. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Ah, c'est mal distribué. C'est distribué à ceux qui n'ont pas besoin d'aide, en fait. Tout à fait, oui. Oui. Nous aussi, nous avons été frappés par Shetza. Nous venons d'apprendre la mort de notre zébu Tribor. Alors qu'il rentrait d'un pâturage avec tout le troupeau, il s'est noyé dans un bras de la tsiribine en crue. Pour l'instant, les enfants ne sont pas au courant. Alors oui, Tribor, il a changé de couleur. Maintenant, il est plus rouge, il est noir. Il est parti au paradis des zébus. Il est mort? Et celui-là va le remplacer et il est très gentil. C'est ton zébu maintenant, c'est ton nouveau zébu. C'est vrai, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, Philae. Il est pas enterré, non. Il n'est pas enterré. Tous les villageois. Tous les villageois, il a fait le bonheur de tous les villageois. Tu sais, ici, il n'y a pas de frigidaire. Voilà, c'est le destin de tous les zébus et de toutes les vaches, hein, de toute façon. Malgré la tristesse, nous repartons avec notre nouveau tribord et nous embauchons son ancien propriétaire, car il le connaît bien. Toutes les pistes de la région sont impraticables. Nous redescendons la tsiribine, mais cette fois-ci avec la charrette sur le toit du bateau et les zébus embarqués à fond de cale. L'objectif est de rallier la piste de Morondave qui part de Bello sur Tsiribine à l'embouchure du fleuve. Le chargement de la charrette s'est passé sans encombre. Mais pour les zébus, c'est une autre paire de manches. C'est Tribor Mainti, ce qui veut dire noir en malgache, qui inaugure, un peu inquiet, cet exercice d'acrobate qu'on a mûrement réfléchi. On en a un à bord. On doit refaire la même chose. Philae, notre protectrice des animaux, veille au grain. Tout va bien, pas la moindre égratignure. Ça y est, mission accomplie. Ils sont à bord. Tribord et bâbord sont à bord. C'est bon. Nous profitons de cette seconde descente du fleuve pour nous reposer. Les dernières semaines ont été éprouvantes, tant pour les corps que pour les esprits. Habituellement, en fin de journée, Njin, notre batelier, amarre le bateau à un banc de sable où nous passons la nuit tranquillement en plantant la tente sur la plage.
Mais ce soir, c'est à Bérev que nous nous arrêtons, car l'ambiance est à la fête. Ce soir à Bérev, c'est le 28 mars pour célébrer demain le 29 mars 47, qui est un peu le 14 juillet des Malgaches. Il y a une fête où il y a un combat à poing nu qui s'appelle le Moringa, qui se passe maintenant. On va voir ça. Alors d'après ce que j'ai compris, les jeunes doivent se défier les uns les autres. Et quand le combat devient trop violent, il y a des arbitres qui les séparent pour pas qu'ils se fassent trop mal. Et alors maintenant, c'est le tour des jeunes filles. Alors ça, j'ai jamais vu ça, que des jeunes filles se battent avec des coups de poing. C'est unique au monde. Notre descente se poursuit sans effort sur ce fleuve chargé des limons rouges des hauts plateaux. Cette couleur trahit une préoccupante érosion provoquée par une déforestation massive. Après 3 jours de navigation, le fleuve s'évase et ralentit. Nous approchons de Bélo-sur-Tiribine, d'où nous allons reprendre notre progression vers le sud. Mais avant de repartir, nous avons une promesse à tenir, une petite visite à faire. Alors on a débarqué à Belou parce qu'on a une mission, retrouver la petite Tesa qu'on avait vue dénutrie le dernier jour à Barenjka de la mission Armada 116. Et donc là on a l'adresse de la grand-mère, on va essayer de la retrouver. Et on espère qu'on va la trouver en bonne santé. Mais ça, on n'en est pas sûr. Audio. Audio. Salam. Madame Avimana? Aviman. Madame Suzanne, elle est allée au centre de santé? Non, il me raconte là que la femme est déjà... La scène, vous l'avez vu? Les ramatou? Les tas de la scène? Il y a rien de makan randfoot. Il fallait ça. Quelle est la Sinit. La petite, elle est morte. Et la femme, elle est rentrée dans un village au nord, en Randfoot, c'est à côté d'Antu. C'est ça. Nous, on a cru qu'elle vivrait. C'est ça la vie. Ce qui est terrible, Ce qui est terrible, c'est que quelqu'un une maman à côté qui aurait eu du lait, aurait nourri ses petites filles. Et s'il y avait eu un petit peu de solidarité, parce qu'il parle beaucoup de solidarité dans ce pays, mais s'il l'avait fait, vraiment, elle avait besoin que de lait. Hein. Non, on n'est pas dans un village misérable ici. Non, et il est riche ce village, il y a plein de choses. En tout cas, ce petit chevreau, il ne manquera pas de lait. Effondrés par cette nouvelle, nous faisons nôtre cette prière de Mère Teresa. Avoir la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de discerner l'un de l'autre. Nous nous engageons dans un tunnel de verdure de 130 km qui devrait nous mener tout droit à Morondave et la mer. Pour affronter les mares de boue, Alexandre a inventé des bandages en pneus de camion afin d'augmenter la portance sur terrain meuble. Les premiers tours de roue ont valeur de test.
encore une fois, avec le débarquement de la charrette, le débarquement des ébus, on est parti un peu vite ce matin. Enfin, un peu vite, un peu tard, pas assez vite et on n'a pas prévu assez d'eau. Là, on se rationne parce que, en fait, on ne sait pas où on va ce soir et on ne sait pas si on va trouver de l'eau. Il nous en reste que 5 litres. Ben, je rêve pas, c'est notre premier baobab. Le premier d'une longue série, puisque maintenant on part vers le sud, direction Morondave. On est sur la piste de Timafan, Morondave, 130 km. Ce tunnel vert, directissime, qui va nous mener à l'allée des baobabs, la célèbre. Sur des kilomètres, la piste semble bordée de part et d'autre de forêts primaires. Mais malheureusement, ce n'est qu'une illusion. Il suffit de franchir le rideau de verdure pour nous rendre compte que toute sa partie occidentale est défrichée à l'infini. Que ce soit pour planter quelques épis de maïs improductifs, pour charbonner ou braconner des essences de bois rares, la destruction de l'écosystème et de toute la faune qui y vivait est irréversible. Le plus triste, c'est que cela s'est fait en à peine 3 ans. Conséquence tragique de l'instabilité politique du pays. La piste, défoncée par les camions des trafiquants de bois, prend parfois des allures de rivière. Rai, Rua, Talon, Rai, Rua, Talon, Ati, Andao. Et ben voilà, on a notre premier accident. Premier défaut et première panne de charrette après 510 km. Défaut de serrage de l'axe et donc les roues étaient bloqués dans la fondrière. Les ébus ont tiré très fort sur la charrette donc et l'axe a reculé sur les lames ressorts. La platine de fixation a reculé de 2 cm sous le choc. Papa, c'est moi qui les ai serrés avant ces boulons. Oui. Vous les avez mal serrés. Non, c'est pas ça, c'est que le caoutchouc s'est un peu écrasé. Tout joue, tout vieillit, donc il faut resserrer les boulons toujours. Ça y est, la panne est réparée, on va pouvoir repartir. On a réussi à remettre l'axe 4 cm vers l'avant, donc ça freine plus les patins de frein. Ici, on a récupéré l'espace nécessaire pour le freinage. C'est bon, Ndawende. À mi-parcours, la forêt dense paraît miraculeusement préservée. C'est la réserve privée de Kirindi, protégée par l'association Fanamb, financée par l'Allemagne, et qui gère de nombreux parcs naturels du pays. Un boa de Madagascar nous coupe la route juste à l'entrée du parc. C'est de bon augure, paraît-il. Tu sais pourquoi il tire la langue? Pour sentir. C'est ça. Même s'il vient vers vous, n'ayez pas peur. La concentration d'animaux dans ce parc de seulement 10 km de côté est exceptionnelle. C'est comme si toute la faune des environs s'était réfugiée ici, où elle est protégée par les touristes. Les lémuriens sont si peu farouches qu'on comprend leur vulnérabilité. Ce sont les premiers que nous voyons en liberté, ce qui en dit long sur la nécessité de leur conservation.
Tant que ce parc recevra des visiteurs, ces animaux seront protégés. D'où notre responsabilité à tous. Dès la nuit tombée, c'est une toute autre faune qui s'éveille. Au sol, nous cherchons le rat sauteur géant, sorte de kangourou malgache, ou encore le féroce foussa. Mais en vain. On se contente alors d'oiseaux, d'insectes et de batraciens. Dans les branches, en revanche, c'est un festival de Microcèbes murinus, les plus petits primates du monde. Tu es fatiguée, Doudou? Et oui, parce que la nuit, c'était pour dormir. Parce qu'il y en a qui sont nocturnes et d'autres qui sont diurnes. Et Ulysse Poussin fait partie des diurnes. Il n'est pas nocturne du tout. Regarde, maman. Et là, il est quand même 8 heures. Et ça fait 1 heure qu'il fait dodo, normalement. Regardez. Pas mal. Pas d'inquiétude pour ce microcèbe. Il ne figure pas au menu de la couleuvre arboricole. Donc dans ce genre de parcours, prévoir un porteur. Sinon, voilà. Je l'avais prévu, moi. Ça fait 1 demi-heure que je le porte. Il dort profondément. Petit microcèbe. Exactement dans un truc comme ça. Un truc qui ressemblait à rien. Nous quittons la forêt de Kirindi à la fois rassurés et inquiets. Rassurés car il suffit de protéger des espaces naturels pour que la faune y foisonne à nouveau. Inquiets car partout hors des réserves, la nature se dégrade à une vitesse effarante. Il faut sauver ce qui peut l'être tant qu'il est encore temps. La sanctuarisation de cet endémisme unique au monde est un enjeu d'envergure internationale. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous avec une des 7 merveilles du monde malgache. La célèbre allée des baobabs. Ici, on les appelle Renala, les mères de la forêt. Avec leur fût de 30 mètres et leurs 800 ans, ils appartiennent à la plus grande des 6 espèces endémiques de l'île, Adansonia grandidieri. À partir de 1865 et pendant 5 ans, le naturaliste Alfred Grandidier va inventorier en 30 volumes la richesse inouïe de la flore et de la faune de l'île. Beaucoup d'espèces portent ainsi son nom. Nous voilà enfin sur l'allée des Baobabs, qui est la porte du Grand Sud, la porte aussi de Morondave, où on est arrivé après cette traversée de 6 jours de cette jungle sèche, qui est une des dernières jungles sèches de la côte ouest de Madagascar. Et voilà, pour nous c'était un objectif qu'on attendait depuis longtemps. On y est et c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. Il y en a 288 là dans la réserve, sur 300 hectares à peu près, donc près d'1 par hectare, et puis il y en a beaucoup qui sont replantés chaque année. Nous décidons de rester 2 jours sur place pour contempler la course du soleil et de la lune sur leur fût majestueux. La pleine lune les peint en bleu et argent sur fond de voie lactée. Nous sommes aux premières loges de ce spectacle immobile et grandiose. Comme son nom l'indique, l'allée des Baobabs a 2 extrémités, l'une par laquelle on est arrivé et l'autre par laquelle on repart. Voilà, la route continue. C'était pour nous un jalon important. Déjà depuis la France, on en rêvait. Ils sont là, séculaires, tutélaires,
resplendissants, on les passe en revue. C'est des seigneurs de la terre. Seuls 30 km nous séparent de Morondave et de la mer. Notre traversée d'est en ouest touche à sa fin. Plus de 6 mois auront été nécessaires pour franchir ces 636 km de Putana. Madagascar ne s'offre pas facilement, même aux voyageurs intrépides. Morondave, la grande ville de l'Ouest. Ça y est, on y est. C'est vraiment la première sérieuse étape de notre voyage. Une des grandes villes qui vont jalonner notre parcours. J'espère qu'il y aura Tuléar, j'espère qu'il y aura Fort-Dauphin, j'espère qu'il y aura Tamatave. Ça, on ne sait pas. Une chose qu'on sait, c'est qu'on est à Morondave. Bravo les enfants, vous avez été très courageux. Se boutre sur fond de soleil couchant est une récompense à tous nos efforts. La mer, sa côte et des paysages radicalement différents nous attendent. Vers le sud, on nous dit que la piste est fermée et qu'il est impossible de l'emprunter avant 1 mois, car elle est inondée. Mais vous le savez, impossible n'est pas poussin.